Zizou, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais sur le terrain, il était tout le temps présent, il donnait toujours le maximum, et puis c'était un leader aussi technique, qui faisait bien jouer tout le monde, et puis c'était quelqu'un aussi et ça, je trouve que c'est important, c'est quand tu parles pas beaucoup, quand tu parles, on t'écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode avec Gaël JV. On va parler de la JV Mania, de l'équipe de France, de la finale de la Coupe du Monde 2006. On va revenir sur son passage à Blackburn. On va parler de Marseille, Arles, Évian. C'est parti. C'est après cette épopée que tu t'intègres l'équipe de France. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Parce qu'on est pas mal de nouveaux joueurs, donc du coup pas mal de Monaco aussi, parce qu'il y a Sébastien Schillaci avec moi, il y a Patevra aussi, donc on est trois nouveaux. Je connais l'entraîneur parce que je l'ai eu pour le championnat du monde de moins de 20 ans et je l'ai eu en espoir aussi, Raymond Domenech. Donc voilà, et puis après même les anciens comme Thierry Henry, Fabien Barthez, il y a même Greg Coupé, on se connaît parce que on joue régulièrement contre Thierry Henry et Fabien Barthez, je les ai connus à Monaco aussi. On se connaît tous quoi, donc ça se passe plutôt bien, même si bon ben voilà, on va faire un match international, c'est l'équipe de France, donc là c'est encore un étage, voire 2, 3, 10 étages au-dessus quoi. Comment tu la prends, ta sélection? On est au vert avec Monaco où on joue le tour préliminaire de la Ligue des Champions, je crois en Slovénie. Alors je saurais plus dire le club et c'est Didier qui nous appelle avec Sébastien et Pat pour nous dire que bon ben voilà les gars, félicitations, mais c'est un mercredi et je crois qu'ils annonçaient le jeudi. Bon voilà, je vous le dis, mais demain vous serez sélectionné. Tu t'y attends? Enfin, tu t'y Euh, attendais de manière générale par tes performances ou Non, non, je m'attendais pas particulièrement. Je me posais pas la question. Voilà, j'y pensais pas. Pour moi, je reprenais la saison. C'est vrai que la saison d'avant, j'avais fait une grosse saison. Même avec les espoirs, j'avais fait aussi de gros matchs et une grosse saison. Donc, en sachant que c'était Domenech le sélectionneur et en sachant aussi qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient pris leur retraite, je me disais que ça pouvait être une possibilité. Mais après, j'y pensais pas plus que ça. C'était pas. Et puis, c'était pas un objectif majeur dans ma carrière à ce moment-là en tout cas d'être en équipe de France. En plus qu'on avait un match hyper important de barrage de Champions League, donc voilà, c'était pas dans ma tête. Quand tu apprends cette nouvelle, à qui tu penses en premier? Bah, je pense à ma famille, à mes parents, à mes proches, à tous les gens qui m'ont soutenu, à tous les entraîneurs que j'ai eus. Voilà, je pense un peu à tout le monde, à tous les gens que j'ai côtoyés depuis mes débuts, à mes amis, voilà, ma famille, mes proches. Et je me dis que bah moi je suis content, mais je suis pas tellement content pour moi, je suis plus content pour eux, voilà, de les rendre fiers et un peu de la récompense des efforts qu'ils ont fait pour moi et de m'avoir toujours soutenu, quoi. donc t'es quelqu'un d'assez modeste, on va dire. Bon, t'es sûr de ta force quand même, mais il y a quand même une certaine humilité, j'ai l'impression. Bah moi après ouais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis pas quelqu'un qui se met en avant et comme je le répète, on fait que du foot quoi. Voilà, c'est du foot. Moi à la base j'ai jamais fait du foot pour être médiatisé ou pour être le meilleur joueur du monde. Je fais du foot pour m'amuser, pour prendre du plaisir sur un terrain. Y a pas à bomber le torse parce que on a marqué un but, parce qu'on a réussi un truc. Voilà, pour moi ça reste un jeu donc. Voilà. Alors de temps en temps, on chambre un peu selon qui on a en face ou quoi pour quand on gagne ou quand ça se passe bien, mais après ça c'est pas dans mes valeurs de se mettre en avant et de bomber le torse. Donc tu arrives en équipe de France à un moment où c'est vraiment le renouveau. Tu as Domenech qui commence pas super bien, l'équipe de France qui fait beaucoup de matchs nuls, qui a un petit peu de mal à se renouveler. Tu as les cadres, enfin en tout cas certains cadres qui prennent leur retraite. C'est Zidane qui part, Makelele qui part, Thuram qui part, ils reviendront un petit peu plus tard. Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine instabilité à ce moment-là ou comme toi, ça fait partie de tes premières sections, tu vois pas ça particulièrement Ouais, bah, enfin, je sens qu'il y a un petit manque comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs, qu'il y a un petit manque allez, je vais dire de confiance. C'est vrai que dans le jeu, on est pas très performant, on est plutôt solide.
mais on marque pas trop de buts. On n'arrive pas à marquer des buts. Après, bon, c'est le jeu des médias, mais les médias nous ont pas trop fait de cadeaux nouveaux et ont préféré mettre nos lacunes en avant plutôt que de parler de ce qu'on faisait de bien. Donc, forcément, quand c'est à un niveau national et aussi important, ben ça peut toucher. Notamment, ça touche aussi les familles. Donc, on nous appelle, ouais, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et je pense que, alors je parle personnellement, mais après en parlant avec les autres joueurs aussi, et je pense que ça a créé un petit manque de confiance au sein de cette équipe de France. Et après, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire l'alchimie aussi entre certains anciens comme Thierry Henry, Patrick Vieira qui était là, David Trezeguet, Fabien Barthez. Euh, on n'a pas réussi à créer justement l'alchimie entre tout le monde et c'est pour ça que je pense que ça a été un peu difficile au début. Ouais. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute au joueur ou c'est la faute au sélectionneur? Bah, c'est un peu la faute à tout le monde. Voilà, je pense que ben maintenant c'est facile hein, avec 15 ans de recul de pouvoir en parler, de dire ouais, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Mais voilà, après moi Raymond Domenech, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement avec qui j'ai de très bons rapports. Après c'était nouveau aussi d'être autant exposé que ça parce que quand t'as les espoirs, quand t'as les moins de 20, tu peux te permettre pas mal de choses. Là, c'est peut-être plus compliqué au niveau des médias, au niveau aussi des joueurs, de l'effectif. Donc, il y a des choses qui ont été mal prises par certains joueurs. Et après, les joueurs aussi à se remettre en question parce que peut-être avant, il y avait certains privilèges ou certains droits que Monsieur Raymond Domenech a enlevés. Enfin, et donc ça fait que voilà, ça a pas très bien commencé. Et après. Il y a eu quand même la qualification pour la Coupe du Monde qui a été acquise grâce à un match en Irlande. Mais bon, ça a été laborieux quand même parce que les résultats étaient pas top et la manière de jouer était pas top non plus. Et après, bon, il y a eu le retour de trois cadres hyper importants, bon, Zidane, Thuram et Makelele. Et là, on va dire que ça a recréé quelque chose et que ça a ressoudé un peu tout le monde. Quand t'as une personne comme Zidane qui parle ou qui fait quelque chose, il y a tout le monde qui écoute et il y a tout le monde qui suit. Alors raconte un petit peu quand toi tu apprends que les trois reviennent, ce titre de l'équipe Je reviens, qu'il emmène avec lui Thuram, vous jouez un petit peu dans la même zone. Comment est-ce que toi tu le prends? T'es excité, t'es stressé, tu dis que ta place est en danger. Qu'est-ce qui te vient pas à l'esprit? Bah, je me dis que c'est très bien pour l'équipe de France, déjà, la première des choses. Et après, je me dis que forcément, ça va être plus compliqué pour jouer. Mais j'en fais pas du tout une maladie et que si Lilian revient, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Voilà, enfin, après, faut rester, il faut prouver aussi que tu es au niveau et que tu puisses être un atout positif pour l'équipe. Mais voilà, moi en tout cas, je me suis vraiment pas pris la tête. Et je me suis pas posé de questions, j'étais très content et quand j'ai été sélectionné, ben, j'étais content aussi d'être à côté d'eux et de pouvoir aussi regarder et apprendre aussi ben, que ce soit de Lilian, mais aussi de Zizou, de Makelele, de tous ces joueurs-là sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire avant les matchs, comment ça se comporte, comment c'est, même dans la vie de tous les jours et tout ça. Moi j'étais jeune, hein, j'avais T'as 24 23 ans, hein. Ouais, 24, ouais, 24, je crois, en 2006, ouais. Donc voilà, c'est pour l'expérience personnelle et tout ça, c'est important. Donc voilà, Et qu'est-ce que tu apprends justement, concrètement, en les regardant s'entraîner, en les regardant dans le vestiaire, en voir comment ils... bah, Qu'est-ce que tu apprends de ces grands joueurs? après, forcément, c'est les années. Et ça, je l'ai appris un peu plus tard. Mais bon, c'est le calme, la sérénité, jamais paniquer. Voilà, tu vois que les mecs, ils vont jouer une finale de Coupe du Monde, ça leur passe là, quoi. Voilà, ils vont comme s'ils allaient jouer au parc avec leurs enfants. Donc, ben voilà, c'est tout ça. Mais bon, ils étaient déjà champions du monde, ils ont gagné des Champions League, ils ont gagné des titres, ils ont fait beaucoup de grands matchs. Donc, c'est sûr que, voilà, force, c'est plus facile. Et après, chacun a des façons différentes d'être un leader.
il y a des leaders par la voix, donc qui vont être là, qui vont haranguer, qui vont bouger tout le monde. Il y a des leaders qui vont être par l'exemple sur le terrain, parce que voilà, Zizou c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais sur le terrain, il était tout le temps présent, il donnait toujours le maximum, et puis c'était un leader aussi technique qui faisait bien jouer tout le monde. Et puis c'était quelqu'un aussi et ça, je trouve que important, c'est quand tu parles pas beaucoup, quand tu parles, on t'écoute. Voilà, ça, c'est une chose importante. Parce que ceux qui sont que tout le temps en train de bramer, tout ça, à un moment donné, voilà, c'est bon, tu entends un bruit de fond là-bas, et tu écoutes même plus ce qu'il te dit. Alors que quelqu'un qui parle jamais, qui est posé, qui est calme, et qui à un moment donné va imposer le ton et va te dire les choses, là, tu vas dire, ouh, là, faut écouter parce que c'est important et voilà, et qu'il a raison. Donc, ouais, tout ça. D'accord. Donc la France se qualifie ric-rac pour la Coupe du Monde, ce match contre l'Irlande. Et il y a cette espèce de mythe que Domenech laisse un peu les joueurs en autogestion, que c'est justement les trois anciens qui disent un peu la tactique, qui sont un peu les boss, les tauliers de l'équipe. Est-ce que tu confirmes un petit peu cette légende? Alors, moi, je vais dire, moi, comment je l'ai vécu, hein. Euh, Moi, je l'ai pas vécu comme ça, du D'accord. tout. On faisait des entraînements, on faisait de la tactique, on faisait des vidéos, mais le coach était toujours là. Il faisait ses mises en place, ses choix. Alors après, moi, on va dire, il y avait, je crois, 23 joueurs. J'étais le plus jeune. Bon, il y avait Ribéry, mais j'étais le très discret, très à l'écart. Donc, mais après, qu'il y ait eu des réunions entre les cadres, entre eux, pour discuter de certaines choses, et qu'après les cadres soient allés voir Domenech et tout ça, ça s'est peut-être passé. Je ne peux pas l'affirmer parce que moi, si ça s'est passé, en tout cas, moi j'étais dans ma chambre et j'ai pas participé à ça. Après, ce qui est sûr, c'est que après chaque match, les lendemains de chaque match, on se réunissait tous les joueurs dans un petit resto à côté de notre hôtel où on était qu'entre joueurs et on faisait une soirée un peu barbecue, on faisait un peu des grillades, on buvait quelques bières. Et bon, là, ça parlait un peu de tout, de foot, mais pas que. Et c'est les seuls moments où je les ai passés sans le staff, on va dire. D'accord. Mais sinon, je peux pas dire que vraiment il y ait 4-5 joueurs qui aient géré le groupe et tout ça, non, parce que les entraînements étaient faits, la tactique était faite par le coach et après les vidéos et l'annonce des compos d'équipe et tout ça, c'est toujours le coach Domenech qui les faisait. Pendant cette Coupe du Monde, tu as peu de minutes jouées. Ouais, ben malheureusement, on a fait match nul le premier match contre la Suisse, Oui. match nul contre la Corée, donc le match des coiffeurs, ben malheureusement il fallait le gagner à tout prix, donc c'est les titulaires qui ont joué, donc on est pas mal dans ce cas de figure où on n'a pas joué Ouais. du tout. Ouais. Comment tu le vis toi quand t'es ça se Mais fait bien, mais moi j'ai fait une Coupe du Monde, c'était vie ma vie quoi. J'étais à l'intérieur du groupe France avec Zidane, Henry, Makelele, Thuram, Barthez, que des grands joueurs et j'étais au milieu. Déjà, je m'entraînais tous les jours avec eux, je vivais ça au quotidien. Donc voilà, je me suis régalé. Voilà, j'ai pas été frustré du tout de pas. ça t'as pas eu de frustration Non, mais après quand les mecs qui jouent à ta place j'allais prendre la place à qui moi à Abidal, à Thuram, à Galas qui était Ouais. et qui faisait des super matchs et qui était bah non c'est voilà c'est juste je vais dire quoi ben rien donc voilà j'étais un peu un supporter et qui était là et qui était prêt en cas de besoin parce qu'il y a eu une ou deux fois où je suis parti m'échauffer quand il y a eu un ou deux coups pris par Lilian ou par William mais sinon voilà j'étais le premier supporter et le premier content à chaque victoire. Et à la finale, t'avais pas envie quand même de jouer? Alors là j'en reviens un peu Oui et non. j'en reviens un peu à mon premier match en Ligue 1 où tu te dis putain c'est une finale de Coupe du Monde, t'as qu'une chance dans ta vie et tout ça et t'as un match quand même qui est un peu tendu sur le terrain et tu te dis putain mais tu imagines si tu rentres et que tu fais Plus les pénaltys, ouais. ouais, et que tu prends un but et que si toi, tu te rends compte, toi, c'est la finale de la Coupe du Monde. Donc, t'es tiraillé entre ces deux sentiments-là mais bon, au final,
Au final, j'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu la chance de jouer, mais voilà, quand même très content de cette expérience. Quand tu vois Trezeguet manquer son tir, enfin tirer sur la barre, c'est quoi ton sentiment à ce moment-là? Ben, je suis triste pour lui. Voilà, je Ouais, suis triste. c'est pour lui, t'es triste. Ah, Ah, ah oui. toujours le chien battu. Tu vas Non, chercher toujours le. ouais, mais non, mais bien sûr, parce que c'est un super gars, il a toujours tout donné pour l'équipe de France, pour tout le monde. Mais sur n'importe qui d'autre qui aurait loupé, voilà, c'est la triste loi des pénaltys, c'est injuste, mais voilà, ben moi j'ai été triste pour lui. Alors il y en a certains qui en veulent au mec qui loupe et tout ça, mais moi j'ai jamais été comme ça et au contraire, moi, je suis plus à aller, à le prendre dans mes bras, à lui faire un gros câlin, et voilà. Donc ça me fait de la peine pour lui. Et après, ben, malheureusement, voilà, c'est la fin. Quand Grosso marque son penalty, ben voilà, c'est malheureusement la fin d'une belle histoire, d'une belle épopée. Mais bon, c'est comme ça, hein. À la fin, faut un vainqueur et l'Italie a joué comme à l'italienne. C'est quoi l'ambiance dans les vestiaires? Est-ce que c'est de le désespoir, c'est le choc, vous êtes au niveau émotionnel complètement épuisé? Ouais, moi, je suis un peu à l'écart, quoi, un peu à l'écart. Je suis au fond et j'ai un peu la vue d'ensemble du vestiaire. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de Ouais. tout qui mélange. Il y a un peu de l'agacement de cette fin de match avec le carton rouge de Zidane. Bah, il y a un peu la déception parce que ça a été un grand match quand même. Je pense que l'équipe de France a fait un bon match. Et voilà, la frustration d'être passé si proche. Et puis après, voilà, de se dire que c'est fini. Voilà, je me rappelle que dans le vestiaire, après, il y a quelques tensions aussi sur certains agissements de certains joueurs qui font certaines choses un peu déplacées, qui se font recadrer par d'autres. Enfin, voilà. Et donc, Alors, par contre, je vois pas du tout à quoi tu fais allusion. C'est à l'intérieur du vestiaire? ouais, ben après, par exemple, voilà, on est tous un peu effondrés. Et il y en a certains alors je sais pas, c'est peut-être pas de la musique, mais qui prennent un truc ou un téléphone ou un truc comme ça et qui disent attends, c'est pas le moment, mais un peu sèchement quoi, c'est pas le moment là, range ton truc, surtout qu'il y a le président de la République qui va arriver et tout ça, donc ouais, range ton téléphone, ouais, enfin voilà, mais ça se passe une ou deux fois, moi j'observe ça, et je vois ça sans rien dire, hein, parce que moi je me serais jamais permis, mais et donc voilà, et puis il y a Zidane qui est un peu aussi triste et effondré. Et puis il y a certains joueurs qui ont pas encore vu les images, mais qui lui en veulent un peu. D'autres qui comprennent pas. D'autres qui le soutiennent aussi. Donc il y a ça qui se Ah, donc mélange le vestiaire est un peu fracturé à ce moment-là, quoi. et ça fait une ambiance un peu bizarre. Ah, fracturé, c'est un grand mot, mais on est à chaud. On est à chaud. On sort d'une finale de Coupe du Monde. Donc Ouais. voilà. Donc c'est une ambiance un peu bizarre, ouais, un peu lourde. Ouais. Et il y a du bruit ou il y a aucun bruit? C'est comment? Ah, ouais, non, il n'y a pas de bruit. Non, il y a pas de T'as bruit. pas un son, hein, ok. Non, il n'y a pas un son jusqu'à que je crois que ouais, c'est le président qui rentre après. Et après, bon, ça, voilà, après, au bout de 5 minutes, 10 minutes, tout le monde commence à aller à la douche et ça commence à bouger. Mais pendant 3-4 minutes, c'est très calme. Mm. Et est-ce qu'il y a un discours du capitaine, un discours du coach, ou est-ce que vraiment tout le monde est Non, trop sous choc? il n'y a pas de. Non, non, pas de dire rien. Souvent, après des matchs comme ça, à très haute intensité, les joueurs ont du mal à s'endormir. Toi, c'était ton cas ou pas, après des matchs comme ça, hyper Ouais, tendus? ouais. Bon, après, celui-là, je l'avais pas joué, mais Ouais. après, justement, avec certains joueurs, on était resté un peu en bas aussi, au bar, refaire un peu le monde, refaire un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'après les matchs, c'est très, très, très compliqué de dormir. Voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui ont du mal à dormir. Et à manger aussi. Ah oui, manger et dormir, ça te prend un peu. D'accord. Manger 1 heure après le match, c'est impossible pour moi. J'arrivais pas. Ah. Ouais. Et après le match, même quelques heures plus tard, il y a encore des joueurs qui en veulent à Zizou? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a 90, allez, ouais, je vais dire 95, voire 100% des gens qui savent pas ce qui s'est passé. Parce que personne l'a vu. Donc on est à la frontière, il a pris son carton rouge, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc
Tout le vous monde savez pas qu'il a mis un coup de boule, vous Non. savez juste qu'il a pris un coup de... D'accord. n'a pas que les images, voilà. Donc, tout le monde va et tout ça. Et c'est après, en rentrant à l'hôtel, on rentre tous par nos chambres. Et là, on allume la télé et on voit l'image. Ah, et là, quand on redescend et qu'on se retrouve tous, on a presque des fous rires en disant, il a craqué complet, mais c'est Ouais. qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est tout complet. Mais après, bon, en tout cas, moi, pour ma part, parce que je sais qu'il y a des avis différents, moi, pour ma part, c'est impossible de lui en vouloir de quoi que ce soit, parce que déjà, je suis sûr et certain que s'il n'avait pas été là, on serait même pas allé en finale. Ouais. Donc comme ça, voilà, c'est réglé. Après, c'est une manière particulière, mais c'est à son image de exceptionnelle. C'est que il aurait dû finir sa carrière sur un ballon d'or. Il finit sur un coup de boule en rouge en finale de Coupe du Monde. Bon, ben, voilà. Je sais pas lui comment il a vécu et comment il le ressent et avec du recul aujourd'hui, ça serait. Ouais, c'est ça. C'est effectivement les émotions entre tout de suite, une heure après, 2 jours plus tard. Je suis pas sûr que tu le vis exactement de la même manière. Ouais. Mais bon, maintenant ça s'est passé comme ça et voilà. Mais en tout cas, moi, je je sais qu'il y en a certains qui en veulent, qui en ont voulu, qui en veulent encore, mais moi, Ils en veulent encore dans le groupe de 2006. bah, des échos que j'ai, hein, mais bon, voilà. Moi, en tout cas, Et c'est alors, possible de quoi que ce soit, d'en vouloir. mais toi qui es défenseur, moi c'est un truc qui me sidère un peu. Alors effectivement, il y a la Coupe du Monde, la pression, c'est son dernier match. L'équipe la veille titre l'Ange bleu. Alors vraiment du coup cette espèce de presque de déification de Zidane. Donc il doit quand même sentir une certaine pression sur ses épaules. Même à supposer que Materazzi a sorti des trucs horribles. J'imagine qu'il doit entendre ça à tous les matchs. C'est le genre de truc que les défenseurs doivent sortir aux attaquants pour les faire dégoupiller en permanence, non? Après, après, Zidane, ça a été, je pense, le plus grand joueur français. Mais tout le long de sa carrière, on a vu qu'il avait des petits démons quand même, que moi, il n'arrivait pas à gérer ce genre d'émotions-là. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses quand même qui se mélangent ce jour-là. T'es en finale de Coupe du Monde, c'est le dernier match de ta carrière. T'as un mec, je sais pas ce qu'il te raconte parce que je sais pas. Moi, il y a toutes les choses qui sont sorties. Ouais, il y a plein d'histoires, de théories. Ouais. Voilà, je sais pas, mais qui sûrement pendant le match, t'as dû te marcher sur les pieds, a dû te mettre des coups, a dû te. Et à un moment donné, il y a la fatigue après, c'est les prolongations. Donc tu viens de faire 6 matchs, c'est ton septième, t'es en prolongation. Mais ouais, à un moment donné, t'as envie de. Mais je comprends, moi je me mets à sa place, je comprends, je me dis bon c'est bon, allez, fou, ça m'a gonflé là, allez, blah, et tu lâches tout. Mais enfin, c'est humain. Alors bien sûr que c'est pas professionnel. C'est pas du tout professionnel, mais c'est très humain. Voilà. Donc, D'accord. moi, la réaction, quoi, je la comprends. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut le faire et tout ça, mais elle est humaine. Voilà, elle est humaine parce que à un moment donné, c'est compliqué quand t'es une personne où t'es exposé tout le temps depuis tant d'années, où c'est très compliqué à gérer ça. Et donc, je pense que là, ça a dû monter, et ben voilà, il a fallu que ça sorte, et c'est dommage que ce soit sorti de cette manière-là. Ça aurait été mieux si 5 minutes avant, sur la tête qu'il met, elle avait décroisé et qu'elle finissait dans la lucarne, ça aurait été mieux, mais Ouais. Et sachant qu'en plus, tu sais même pas si comment aurait fini le match, hein, puisque à la fin, il sort. il restait pas beaucoup de temps. Mais bon, Ouais. oui, peut-être que ça aurait changé l'issue du match, peut-être pas. Ça pour moi, On le saura jamais. Ouais. ça sert à rien de débattre sur ça parce qu'on saura jamais. Ça, c'est Et donc effectivement, là, tu clôt cette période Coupe du Monde. Au final, en équipe de France, ça reste quand même que 12 sélections. C'est très bien, hein, c'est pas du tout une remise en cause, mais est-ce que toi, t'espérais, quand tu as commencé à monter en puissance et à rentrer dans l'équipe de France, plus de... Enfin, Alors, comment tu... Pardon, ouais, je m'exprime mal, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. non, je comprends, mais là, alors c'est peut-être justement, mais en fait, non. Moi, je, je, je suis déjà très content d'en avoir eu 12, et, euh, et en fait, je me suis jamais vraiment senti à l'aise en sélection. Voilà. D'accord. Je me C'est suis marrant jamais- parce que ça revient souvent, ça. Hein. Ouais, ben je sais pas, mais moi, je me suis jamais vraiment senti à l'aise, et je suis jamais allé avec enfin l'envie, pas l'envie, mais en me disant oh je vais me régaler. Ouais, Jamais le cœur léger, avec quoi. le Ouais. plaisir, t'as pas le plaisir attendu.
Non, c'est ça. Et donc voilà, j'ai mes 12 petites sélections. J'en suis très content, mais j'aurais pas pris plus de plaisir si j'en avais eu 150. voilà, 150. En tout cas, dans la manière dans laquelle ça s'est passé pour moi, voilà. Et à la période à laquelle ça s'est passé, peut-être que si j'avais été titulaire indiscutable, un niveau plus fort, plus important et tout ça. Mais en fait, à la fois, j'y étais, à la fois, je me sentais pas forcément légitime d'être là. Et enfin, il y a plein de choses et Est-ce voilà. que tu avais un peu, c'est un point que Michel remonte souvent, est-ce que tu avais ce syndrome de l'imposteur un peu ou pas du tout? Alors, je vais pas aller jusque là parce que, mais non, pas imposteur. Mais voilà, de me dire. Bon après, quand on faisait des entraînements, quand on faisait plein de choses, des matchs, tout ça, je voyais que quand même j'étais performant et que ça allait et que j'avais ma place dans le groupe. Mais voilà, j'ai jamais été libéré en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et c'est pas une critique hein, de notre part. Hein. Déjà, 12 sélections, franchement, c'est Non, mille non, respect. mais le sportif, je le prends surtout pas comme une critique. Ouais. Voilà, mais non, au contraire, c'était une bonne question et comme ça me permet de dire mon ressenti Mm. et que voilà. Et puis, même pour être carrément franc, et ça va paraître fou, mais il y a une ou deux fois où j'avais des petits bobos, où ça m'arrangeait de me faire diagnostiquer et qu'on me dise ah t'es pas apte, une petite élongation, un truc, ou en club j'aurais dit non mais je m'en fous complètement, hop je joue, il y avait pas de problème. Là Mm. ça m'arrangeait presque de pas aller en De sélection. pas y aller. Ok. Et c'était une grosse source de stress alors au final. Ben ouais, ben, de stress, oui, ouais, de stress, ouais. De charge mentale, au moins de charge mentale, au-delà de Ouais, stress. ouais. Mais pourtant, en plus, c'est fou parce que bah, je m'entendais bien avec le stage, je m'entendais bien avec l'environnement là-bas, parce que j'avais côtoyé Clairefontaine, je connaissais par cœur parce que comme je disais, Ouais, t'avais fait toutes les sections, ouais. tous les docteurs là-bas, je les connaissais, tous les sélectionneurs de jeunes, on se rencontrait. Enfin, moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Ouais, t'étais un peu chez toi pourtant, mais t'aimais pas Ouais. y aller. Mais voilà, je sais pas. À partir du moment où j'ai basculé en A, je sais pas. Pour moi, c'était un autre monde, un monde différent qui me convenait pas forcément. Et c'est marrant parce que t'es l'image que moi j'ai de toi maintenant après avoir discuté pendant quelques heures avec toi, c'est nonchalant, mais de façon positive, c'est-à-dire vraiment la pression glisse un peu sur toi, tu te poses pas de questions, un peu la force tranquille, et là on a l'impression que tu atteins ton plafond En De fait, sérénité. Hein. en Ouais. fait, je vais aller au bout comme ça. En fait, quand je suis arrivé et que il y avait des stars comme Henry, comme Trezeguet, comme Barthez, Vieira, en fait, c'est pas mon monde ça. Voilà, c'est plus ça que le foot en fait. C'est Mais juste. alors ton monde, c'est-à-dire le monde starification ou Non, le monde voilà, très haut oui, niveau? oui, non, Mm. non, mais un peu starification, un peu, voilà. Comme je le dis, moi, j'aime bien déconner, être tranquille. Alors, tous des bons mecs, hein, et je m'entends bien avec tous, hein. Non, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ils ont Mais, une aura. il y avait un petit décalage, et c'est surtout à ce niveau-là que je me reconnaissais pas dans ce monde-là voilà, toujours plus de lumière, toujours plus de ci, et voilà. Donc, Non, si c'est très clair. Et peut-être des équipes de France qui, en termes de Dora. dynamique, ouais, ça serait peut-être aurait plus correspondu à ce que t'étais, quoi. Et là, c'est une équipe qui était un peu en phase de starification. ouais, mais bon, voilà. Après, je l'ai vécu et aujourd'hui, avec le recul, c'est des bons souvenirs. Mais c'est pour ça que j'ai aucun regret sur le fait de pas avoir plus de sélection et si j'en ai pas eu plus, c'est que j'en méritais pas plus ou alors que j'en voulais pas plus. On a eu Eric Carrière sur le programme et il disait à peu près la même chose. Il disait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur déjà d'avoir 5 sélections, 7 sélections. Le niveau est déjà Ouais, c'était énorme. à cette époque-là. C'était À cette époque-là, c'est une une concurrence équipe d'une densité de dingue. et que il faut être prendre. Et je pense qu'Eric avait aussi un peu ce caractère pour le coup assez pied sur terre et il disait la même chose. Il disait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. Et deuxièmement, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs, il faut l'accepter et c'est une concurrence exacerbée. Vous êtes dans la crème des crèmes, donc
5 sélections, 7 sélections, déjà c'est hyper impressionnant. Il faut se rendre compte que c'est pas donné à tout le monde d'être dans les 20 meilleurs de France. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, voilà, je le rejoins sur tout ça et que une sélection, rien qu'une sélection Ouais. déjà. Moi, j'ai un ami, Franck Jurietti, avec qui je suis bon pote. Ah, lui, elle est incroyable sa sélection. Il a une sélection, Une minute. une seconde. Une Il, seconde. il y a 6 mètres pour, je crois, l'équipe de Chypre. Changement, il rentre, il tire le 6 mètres, il siffle la fin. Mais il a une sélection. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah, C'est Mais tu magnifique. vois, quelqu'un comme Jacques Santini, qui était l'entraîneur, l'ancien sélectionneur, lui, il est encore assez triste. Je pense qu'il a énormément de regrets. C'est qu'il a été appelé plusieurs fois, mais il a jamais eu même une minute en bleu. Alors qu'il a été sélectionneur, il a joué dans plein de sélections de jeunes, etc. Mais il a jamais eu sa sélection. Et il trouve qu'effectivement, c'est dur de se moquer des gens qui ont une seule sélection, une seconde, parce que il y a il y a des centaines de joueurs qui auraient voulu le faire, quoi. Mais carrément, non, carrément. Mais alors là, quand Eric, il dit, pour arriver à ce niveau-là et à être dans les 20 meilleurs joueurs de France, déjà, c'est un boulot incroyable. Et puis, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est très, 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 très difficile. Donc, rien qu'une seconde, mais moi, quand je parle de Franck Jurietti, c'est l'anecdote qui est rigolote parce que Ouais. il a une seconde sur le Ouais. terrain. Mais Franck, il a fait une carrière incroyable et c'est un incroyable joueur, un incroyable compétiteur. Et moi, au contraire, moi, je trouve que c'est magnifique qu'un joueur avec sa carrière, sur son CV ou sur son historique, on puisse voir, ben oui, il est international français. Bah, grâce à ça, il est éligible pour venir sur le podcast des légendes, parce que c'est le seul critère, tu vois. Donc, comme quoi. Magnifique. C'est bon. Donc, bon, Coupe du Monde, on va clore le chapitre. C'est un peu à 24 ans, bizarrement, tu reviens plus en équipe de France. Ouais. Ce chapitre se clôt. Je crois que le match d'après, on joue en Bosnie, je crois. Ouais, Euh, la dernière section, c'est contre, je crois que c'est en amical, ouais, contre la ouais. Bosnie. Ouais, c'est ça. Après, je suis rappelé une ou deux fois où je rentre pas. Et après, je suis plus rappelé. Peut-être pas de regret de pas être plus rappelé, mais est-ce que tu penses que tes performances auraient quand même justifié de revenir? Non. Non? Non, parce que l'année après Coupe du Monde 2006-2007, bah, ça a été, on va dire qu'il y a eu 6 mois un peu difficiles. Ouais. Quand je rentre de la Coupe du Monde, nouveau coach, Laszlo Bologna à Monaco. J'ai besoin quand même un peu de vacances, même si j'ai pas joué. Comme on parle de charge mentale et tout ça, j'ai besoin d'un peu de vacances. Lui, il me laisse 5 jours de vacances direct, pas de prépa, je joue direct, premier match. Bienvenue en Europe de l'Est. Ouais, effectivement. Ouais. Et, et à côté de ça, en plus, ben, tout le monde à Monaco, je suis un peu là. Du coup, il y a la starification. Ouais. Entre guillemets, mais je rentre de la Coupe du Monde. Il y a des clubs. La fameuse JV Mania, ouais. Ouais, bon, il y a des clubs qui me courtisent et tout ça. Donc, on va dire qu'il y a eu 6 mois dans ma tête qui ont été compliqués à gérer. Donc, physiquement, c'est pas au top. Mentalement, il y a la tête qui est un peu éparpillée parce qu'il y a des sollicitations. Je suis en renégociation aussi avec Monaco qui va me faire signer un nouveau contrat. Donc, Tu dois gérer ton agent. ouais, je dois gérer mon agent, exact. Et c'est vrai en plus. Donc voilà, il y a 6 mois qui sont un peu compliqués. Je m'éparpille un peu aussi en dehors où ben, je viens d'avoir mon fils Ouais. et, qui est né au mois de mai 2006. Et après même je commence justement ou avant des fois je sortais mais vraiment rarement. Là ça devient un peu plus récurrent. Donc voilà, j'ai 6 mois compliqués, donc c'est normal qu'on m'appelle pas. Et au contraire, même Raymond Domenech me convoque en février pour me parler. Il me convoque même. D'accord. Pour te remettre un peu les idées en place. Ouais, exactement, pour me parler. Alors c'est pour ça que c'est beau et que humainement moi j'ai que des et pour me parler, me dire voilà que il a des échos, que c'est pas moi, que je suis pas comme ça, que c'est le moment de me reprendre, que ça va, que tout va bien, mais que et donc ça m'a beaucoup aidé de parler avec lui. Et puis même moi-même à un moment donné, je me suis mais vraiment euh,
regarder dans la glace pendant un bon quart d'heure et me dire, mais tu te rends compte où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir? Donc là, c'est au mois de février, mars, voilà, où je suis à Monaco. Bon, au niveau foot, ça va mieux, mais au niveau de ma vie d'homme, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, je me dis, au mois d'avril, je me dis, bon, là, le premier club qui vient, Monaco, faut que tu partes ici. Donc, le premier club qui vient, tu t'en vas. Ah oui. Oh, t'as N'importe eu de la quoi. chance que ça aurait pu être vraiment un sale club, hein, mais bon. Ouais, non, mais après, il fallait quand même, mais voilà. Du coup, un agent m'appelle et me dit, voilà, Marseille aimerait bien te prendre. Et donc j'ai beaucoup baissé mon salaire pour partir à Marseille. Et Est-ce que tu te sentais au bout d'un cycle, en fait? ouais. Mais en fait, oui, voilà, au niveau du foot, même si j'adore Monaco, j'adorais jouer là-bas, mais après, pour ma vie de famille et pour ma vie d'homme, il fallait que je change. Donc c'était le moment, c'était le bon moment. Et le premier club qui est venu, ben, c'est Marseille. Et est-ce que la paternité, ça a énormément remué de choses en toi? Tu penses que c'est lié à ça? Non. Non. D'accord. Non, la paternité, ça m'a plu, ça me plaît beaucoup parce que j'adore mes enfants, j'adore ma femme. Bon, faut savoir qu'avec ma femme, on se connaît depuis la maternelle, hein. On était à l'école Waouh. ensemble. Ça a été mon premier amour. Après, on s'est séparés quand moi je suis parti en centre de formation. Elle a fait ses études sur Paris. Mais chaque vacances, on se revoyait, on se retrouvait, on se faisait des petits bisous et tout ça. Donc, à 20 ans, on s'est dit mutuellement, soit on arrête tout, soit de Paris, tu prends tes affaires et tu viens vivre avec moi à Monaco. Et ben, le lendemain, elle a pris ses affaires, elle est venue avec moi et voilà. Courageuse, mais en même temps, c'est beau, hein, Monaco, mais c'est vrai que c'est pas Ouais, pareil, si quoi. c'était Saint-Étienne, ça aurait peut-être été un peu différent. Ouais. Ah bah, ça Ouais. serait, bah, ouais. Ah bah, salut, Gaël, au revoir. Bah, non, parce on est très, très proches, on était très, très proches. Non, mais il Et, faudrait que tu lui poses la question. À quelle ville elle acceptait pas? Tu vois, ouais. Saint-Étienne, peut-être qu'elle accepte. Elle m'a suivi de partout, depuis toujours. On a grandi ensemble. Dunkerque? Hein? Dunkerque? À Bon, Dunkerque? elle est venue à Blackburn avec moi, donc. Ah ouais, c'est vrai. Non, Ouais, il y a effectivement. Ouais. Blackburn qui effectivement donne. Ouais, mais à 20 ans, c'est pas pareil qu'à 30, tu vois. Ouais. Ok, Mais très bien, bon, t'as confiance. Je lui poserai la question, je lui demanderai, je lui enverrai un petit ouais, SMS. mais Quelle on a ville? on a tellement vécu de choses ensemble que c'est pas du tout ce genre de. Ah, mais, Et, ouais, vas-y. et donc, cet entretien non sollicité avec Domenech, ça te remet un peu les idées en place? Ouais, parce que je me dis. Bon, même si je dis, j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que je bouge, quoi, que je fasse quelque chose. Mais là, voilà, c'est encore plus important et je me dis que c'est vraiment urgent de prendre les choses en main et de prendre ma vie en main. Voilà. Pas que le foot, mais ma vie d'homme, ma vie de famille, ma vie en général en main. Et voilà. Donc, c'était le moment du changement. Et donc, Marseille, c'est l'équipe dont tu étais fou quand tu étais plus jeune. Ouais. Est-ce que, du coup, quand tu signes, t'as des étoiles plein les yeux ou t'es... Non, j'ai pas les étoiles plein les Ah yeux. bah déjà, tu baisses ton salaire, effectivement, donc tu dois avoir des... Ouais, mais bon, ça C'est c'était pas pas des la, étoiles. c'était pas la priorité. Ouais, non, mais c'était pas la priorité, ça, parce que si je l'ai fait, c'est que, voilà, sinon, parce que j'avais encore 4 ans de contrat à Monaco. Monaco, c'est l'endroit où j'étais le mieux payé de ma carrière. Donc, Ouais. j'ai voulu, voilà, ben, je restais encore mes 4 années de plus à Monaco et j'étais tranquille. Mais après, j'en ai pas plein les yeux parce que entre les années 90 où j'étais fan, C'est plus il y la a même... eu, Ouais. ben oui, et il y a eu pas mal d'années aussi où je les ai affrontés quand même. Ah Et oui, 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 c'est il y, a- clair. il y avait une grosse rivalité quand même entre Ouais, Monaco et Marseille. c'est vrai, Donc, ouais. donc voilà, j'arrive à Marseille. C'est un stade où j'ai toujours adoré jouer parce que quand tu reçois le calendrier de la saison, tu coches 2 dates, c'est Marseille et Paris. Voilà. Parce que le Parc des Princes, c'est un stade de fou et le Vélodrome, c'est une ambiance de fou, 10 fois mieux que tous les autres. Donc c'est les deux stades que tu coches. Mais après, voilà, bon, je retrouve des copains parce que il y a Djibril Cissé qui est à l'OM. Il y a Benoît Chéroux aussi, avec qui j'ai fait toutes les sélections de jeunes, qui est là aussi, qui signe en même temps que moi.
Donc voilà, je suis content, mais après, je suis pas plus enthousiaste que ça. Même quand tu signes, c'est vraiment, t'as jamais signé de manière hyper, c'était plus, il fallait que tu partes de Monaco qu'autre chose, quoi. Ben, en fait, voilà, j'ai signé. En fait, c'est plus un départ de Monaco que l'envie d'aller à Marseille, quoi. Même si moi je suis arlésien et que Marseille, ça représente quand même un truc de fou. Mais voilà, entre les années 90, voilà, je répète, mais les années 90 et les années 2007 où je rejoue, il s'est passé des choses et voilà, mon club de cœur, c'est ça, c'est Monaco. J'ai grandi, j'ai vécu là-bas, c'est Monaco. Et donc à Marseille, c'est 2 saisons, une bonne saison et une saison vraiment compliquée sur la fin, quoi. Ben, en fait, oui, une saison, ouais. J'ai fait 1 an et demi à Marseille. Une première saison où au début ça se passe plutôt bien, même si on n'a pas des trop bons résultats. Et du coup, Albert Raymond est remplacé par Eric Guéretz, qui est un super entraîneur. En tout cas, moi, je me suis bien entendu avec lui, même si on a failli se battre 1 ou 2 fois. Ouais, c'est clair. Alors, Ouais. raconte-nous, ouais. Ouais, ben, non, mais après, c'est surtout l'année d'après. Ouais, L'année c'est l'année d'après où bon, Marseille veut me faire partir, absolument, veut m'envoyer dans des clubs où moi j'ai pas envie d'aller, donc je refuse. Donc, et pourquoi ils veulent te faire partir? ah ben, je sais pas, hein, parce que ils ont plus besoin de moi, ils ont plus envie de moi et qu'ils ont envie de prendre d'autres joueurs ou de faire jouer d'autres joueurs. Donc voilà, j'ai pas eu plus d'explications que ça. On m'a juste dit, voilà, tu fais plus partie des plans. Donc, Waouh, c'est la première fois que ça t'arrive, ce genre de choses. Comment t'as pris ça? bon, je l'ai pris normalement parce que je le sentais venir. Ah Voilà. ouais? Ok. Ouais, je le sentais un peu venir. Bah, ça se sent, ça, quand t'es dans un groupe, que tu vis, que pendant toute l'année, certaines personnes dirigeantes viennent te saluer, viennent te parler, tout ça, et que tu reprends la saison d'après et Ah, que il y a plus un mot. Ouais. on te passe à côté, on te serre la main en te tournant la tête, ou des trucs comme ça. Je te dis, bon, voilà, qu'il y a quelque chose. Et après, on me l'a dit clairement, hein, par contre, hein, voilà, on m'a dit, bon. Mais tu t'y attendais parce qu'il y avait quand même un Ouais, sentiment. tu ressens quand t'es en stage et tout ça. Puis même après, tu vois quand en pré-saison, quand il y a les matchs amicaux, que tu joues pas ou enfin, il y a plein de petits signaux que après avec l'expérience, tu sais que c'est mauvaise mayonnaise, quoi. Donc voilà. Mais par contre, on a voulu m'envoyer dans des endroits où j'avais pas envie d'aller, donc C'est quoi le pire endroit où on a essayé de t'envoyer? où j'ai pas, Metz. non, où j'ai pas eu envie d'aller, c'était au Panathinaikos. Waouh, ouais, c'est clair. Ok. Ah, putain. Et aussi, il y avait eu, je crois, le Spartak Moscou. Ouais. Voilà. Ah Bon, ouais, après, d'accord. Ouais, effectivement, changement complet de vie là. ouais. Donc, moi, ça me plaisait pas. Après, j'avais eu des appels aussi de Saint-Étienne, mais après, bon, c'était pas entendu. Ils étaient partis sur quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, moi, j'ai dit, mais moi, c'est pas vous qui allez m'envoyer à un endroit, c'est moi qui vais choisir la destination où je vais partir. Et donc, je m'entraînais toujours à fond, je m'entraînais avec l'équipe. Mais par contre, une fois, moi, il m'avait pas mis dans Dans la l'effectif. Ligue des Champions. Voilà, il m'avait pas mis dans l'effectif de la Ligue des Champions. Et je jouais jamais. Ni en championnat, j'étais jamais dans le groupe, jamais rien, jamais si. Et un jour, ils partent faire un match à Valenciennes et derrière, ils partaient, ils enchaînaient jouer à Eindhoven en Champions League. Et donc là, ils veulent prendre, je crois, 23 joueurs. Et donc là, ils mettent mon nom. Ah, donc moi, je vais dans le bureau, j'ai dit, non, mais attendez, vous m'avez jamais pris, je suis pas dans la liste et tout ça. Et en fait, vous me prenez pour faire le sparring partner ou je sais pas quoi. Donc j'ai dit, ben moi, je viens pas. Et mais j'y crois. Non, je viens pas. C'est bon. Voilà, je suis pas à un moment donné. C'est bon, ça suffit. Vous m'avez jamais calculé. Personne ne me parle, personne ne me dit rien et tout ça pour venir faire le sparring partner. Alors que je suis Le bouche-trou, vraiment bouche-trou de. le bouche-trou et tout ça. Voilà, donc soit vous, donc ah ouais, t'es sûr. Donc il dit rien, ok, hop, il me barre et tout ça. Ils vont faire le match à Valenciennes, je crois qu'ils gagnent. Ils font le match à Eindhoven, ils perdent. Et ils reviennent. Et le mercredi matin, entraînement et réunion, débriefing et tout ça.
Et là, devant tout le monde, eh oui, ben on a perdu hier parce que c'est Gaël, il a pas voulu, il est pas venu avec nous, tout ça. Donc là, je me lève quand même un peu. Et j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma faute. Nanana. Lui, il s'énerve un peu avec son accent belge. Ouais, nanana, l'esprit, l'équipe et tout ça. Et après, bon, il y a les joueurs un peu qui ont écarté tout ça. Et après, bon, ça s'est calmé. Mais voilà, c'était une des anecdotes. Alors, lui, je sais pas s'il a des directives ou des trucs comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'appréciais parce que lui, au moins, il venait, si c'était blanc, il te disait blanc, si c'était noir, il c'était noir. Et j'ai vraiment apprécié comme entraîneur parce qu'il arrivait à donner, à tirer le meilleur des joueurs. Et au niveau humain, même s'il avait un caractère un peu de cochon, mais au moins il avait du caractère et c'est quelqu'un qui était franc et droit. Comment tu vis ce moment où tu es complètement écarté du groupe en fin de compte? Bah après c'est pas évident mais après j'en reviens toujours moi à ma connerie, mais à ma passion du jeu quoi en fait. Mm. Moi tous les jours je jouais au foot. Voilà, j'avais la chance malheureusement pour Marseille, mais j'avais la chance que tous les mois je sois payé pour m'entraîner. Alors après, oui, il y avait pas la cerise sur le gâteau parce que il y avait pas cette adrénaline du match et il y avait pas la compétition qui manquait. Mais voilà, aux entraînements, je m'entendais bien avec tous les joueurs. J'étais pote avec tous. Aux entraînements, ben, je faisais quoi, j'étais pas tâche quoi. J'étais là, je m'entraînais bien, j'étais à fond. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que quand je pars en janvier à Blackburn, T'es prêt, quoi. tout se passe bien et que parce que je suis préparé, parce que je m'entraîne et voilà. Donc je le vis plutôt pas mal. Bon. Et justement, quand l'offre de Blackburn arrive, Ouais. si on te l'avait proposé Blackburn en même temps que Spartak Panathinaikos, t'aurais signé à ce moment-là ou pas? Ouais. Ouais, parce que c'est la première ligue. L'Angleterre, c'est la première ligue. C'est pas tellement le club. Moi, je voulais pas aller jouer à Manchester ou à Chelsea ou à Liverpool. Moi, je voulais être dans un endroit qui me corresponde, où j'avais envie de jouer, aller me perdre au Panathinaikos. Alors, je respecte le club, hein, c'est un grand club. Spartak Moscou, c'est un grand club aussi, mais mais voilà, je sais pas, moi, c'est pas, ça me faisait pas rêver, et j'en suis content de mon choix parce que Ouais, c'est clair. et Blackburn, les années que j'ai passées à Blackburn, c'est les meilleures années de ma vie, quoi. Donc, Attends, mais alors si Manchester United était venu te chercher, t'aurais dit non. j'aurais préféré Blackburn. Non, non, mais je rigole. D'accord. Et alors, franchement, hein, aujourd'hui, avec le recul et avec les années que j'ai passées à Blackburn, eh ben, je réfléchirais, hein, parce que gagner des titres et tout ça, c'est bien beau, gagner de l'argent, c'est bien beau, mais au niveau humain, au niveau ambiance, au niveau foot et tout ça, mais Blackburn, je me suis régalé, mais incroyable. Incroyable. D'accord. Et alors, ton arrivée à Blackburn, hein, si je comprends bien, tu as eu quelques petits soucis d'agent lors de ton transfert. Tu peux nous raconter un petit peu cet imbroglio? Ouais, ben en fait, déjà, pour le transfert à Blackburn, quoi, le transfert d'abord, ça s'est fait en prêt. Mais en fait, c'est un agent. Quoi, un agent? C'est même pas un agent, c'est l'ami de Intermédiaire, un intermédiaire. l'intermédiaire, ouais. Un jour, je reçois un texto sur mon portable qui me dit Hello, bon, enfin, salut, est-ce que ça te dirait de venir jouer en première ligue? On m'envoie ça. Bah, moi, comme yes. Un Donc, prince du Nigeria, ouais. Ouais. oui. Donc voilà, ok, voilà. Je suis ami avec Sam Allardyce, Blackburn Rovers. Est-ce que ça te dirait tout ça? Donc je dis, ben, je donne le contact de mon agent et mon agent prend contact et tout ça. Il vérifie, je lui dis vérifie parce que quand même tout ça. C'est un mec, c'est un Anglais là-bas. Il est vraiment pote avec Allardyce et Mais attends, ton agent, il parlait anglais ou pas, honnêtement? ouais. Ouais. Oui, ouais, il parle anglais. Donc ils font le truc et du coup mes agents vont voir mon agent va voir directement en Angleterre et il se trouve que oui le club est intéressé tout ça pour me prendre, mais par contre ils ont des suspicions quant à mon état physique parce que ils se demandent comment ça se fait que pendant 6 mois j'ai pas joué. Ils se disent, toi, t'es international, t'es ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Pourquoi, d'un coup, pendant 6 mois, tu joues pas? Donc, ils me font venir à Blackburn et pendant une semaine, je fais tous les tests physiques de la Terre. Ils me font, mais courir, sauter, de la muscu, je vois tous les docteurs, les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les oreilles, tout. Ils me font la totale. Et au final, ils disent, bah, bon, bah, tout va bien et tout ça. Donc ils me prennent et donc je signe 6 mois en prêt. Ça, c'est la première condition. Et donc là, il y a une petite commission d'agent parce que c'est sur un prêt. Là, il y a pas une grosse commission.
Et donc, mes agents reversent un petit peu à cet intermédiaire là, qui avait fait l'intermédiaire. D'accord. Donc ça se passe et tout ça. Et au bout de 3 mois, comme ça se passe très bien avec Blackburn, ils veulent lever l'option d'achat. Et là, je signe mon contrat de 4 ans avec Blackburn. Là, il y a une plus grosse commission. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas comment ils s'arrangent entre eux, les agents, parce que là, j'avais changé d'agent entre-temps. Et donc, je sais pas comment ils s'arrangent entre eux. Et au final, moi, trop con, trop gentil, l'intermédiaire, au bout de 6 mois, 7 mois, il me ronge le cerveau. Et oui, et ils m'ont pas donné d'argent, et j'ai pas d'argent, et j'ai pas ci. Et donc, je lui dis, bah tiens, je vais leur dire de te donner. Je te fais un chèque de 30 000 pounds. Mais par contre, tu l'encaisses pas. C'est eux qui vont te le donner, mais comme ça, tu le mets en garantie à ta banque. En fait, tu leur montres que tu as le chèque et tout ça. Ah, ouais, bah, Et, c'était presque le prince Nigérian, t'as raison, Michel. Ouais. et donc, 1 heure après, il était encaissé. Et voilà. Mais c'est toujours le chat abandonné, quoi. C'est que Ouais, tu as toujours un peu ça. pitié, quoi. C'est vrai que ça Ouais, faisait ouais. pitié, l'émissaire. Mais bon, après voilà, j'ai rien redemandé. Mais après, comme il y avait des enquêtes de la fédération qui ont vu qu'il y avait un chèque à mon nom qui avait été encaissé par ce mec-là et tout ça, bon, enfin, voilà, ça fout un peu la merde. Mais bon, après, voilà, Cost of doing business, hein, comme disent les Anglais. ouais, ouais, ouais. Et puis, grâce à lui, j'ai vécu 4 années et demie formidables à Blackburn. Donc, voilà, aujourd'hui, bah, c'est une somme, mais voilà. Alors, quand tu arrives à Blackburn, qu'est-ce qui te surprend le plus? J'ai un peu sorti un peu plus tôt les clichés sur les clubs anglais. J'ai l'impression qu'il y a une époque où il y a quand même moins de clichés. C'est pas les mecs qui se bourrent la gueule pendant les week-ends et qui sont Ouais. ensuite troisième mi-temps à la fin des matchs. C'est beaucoup plus professionnel. Mais s'il y a quand même des trucs qui te surprennent un petit peu quand tu arrives là-bas. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus structuré qu'en France, notamment au niveau de la prépa physique. Il y a un préparateur pour la course, un préparateur pour la muscu, un mec pour les étirements, un mec pour la récupération, un mec pour les préventions avant l'entraînement. Les staffs techniques aussi, il y a l'entraîneur qui lui, bon, c'était Sam Allardyce, qui vient quasiment jamais aux séances, où il vient à la fin de la séance avec son café, ça va dire deux, trois conneries et il repart. Mais il y a un entraîneur, du coup, qui est pas le manager, mais un entraîneur adjoint, et même encore un autre adjoint qui prépare les séances et tout ça. Et enfin, voilà, je trouve que c'est un peu plus structuré. Et même si Blackburn était pas forcément un des grands clubs anglais quand moi j'y ai joué, ben en fait, dès que tu as besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un là pour t'aider. Et la gentillesse des gens, bon, même si à Marseille aussi, à Monaco, les gens étaient gentils, mais enfin, de suite, ils font le maximum pour que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes comme chez toi, quoi. Donc ça, et puis après, au niveau des entraînements, c'est l'intensité, quoi. Ouais. Tout le monde est à bloc et ça gueule dans tous les sens. Et si jamais t'es pas à bloc, il y a un des Anglais qui vient, un ballon, il vient et lui, par contre, il vient pour te faire comprendre que ah ouais, tu veux pas, bah, il te met un Toi, tu tampon. dois kiffer ça, non? Ouais, moi ça m'est pas arrivé. Moi d'entrée, je suis arrivé, mais pareil. Hein. Moi, il m'appelait comment il m'appelait le serial killer parce que non, mais c'est vrai, je suis arrivé au bout d'une semaine, et ça, avec, pareil, dans le vestiaire, hop, je m'assois, je dis pas un mot, je mets mes pompes, je vais sur le terrain et voilà, mais de l'intensité, on met des taquets à tout le monde et ça, ils aiment bien. Donc, je me suis fait vite adopter parce qu'en plus, les Anglais, les clubs anglais et les Anglais, ils ont un a priori vachement négatif sur les Français. Voilà, on est feignants, on est râleurs, on est nonchalant. Enfin voilà, on fait que parler. Donc les uns pareil. Moi, ben je suis arrivé, pas un mot, rien du tout. Voilà, premier entraînement, deuxième entraînement. Donc ça leur a plu, ça leur a vite plu. Ouais. Il y a quelques anecdotes assez dingues. Attends, une qui a beaucoup circulé sur Sam Allardyce qui vous met un clip de Gladiator avant un match Ah, contre. ouais, ça c'était après quelques années parce que en fait, souvent, avant les matchs ou avant les causeries, ils aiment bien mettre des vidéos humoristiques. Par exemple, Ouais. quand on commence à s'installer, qu'il manque trois, quatre joueurs qui arrivent et tout, pour attendre, il y a le mec qui s'occupe de la vidéo, il met des vidéos humoristiques, donc on rigole et tout ça, on met des vidéos. Et c'est arrivé, et des fois, et là, ce jour-là, c'est à Manchester, on joue à Old Trafford. Bon, moi, j'étais malade, donc j'étais remplaçant, et on se fait l'échauffement, et on revient au vestiaire, toujours pour se préparer, mettre les chaussettes, se mouiller un peu, boire un coup, mettre les chaussures et tout ça. Et là, il dit, bon, allez, mettez-vous tous dans le coin, il sort
le truc de l'écran. Projecteur. Ouais, le vidéoprojecteur avec l'écran de cinéma et tout, là. Il éteint tout dans le noir et tout. Et il commence à sortir des vidéos du film 300 et de peur, là, avec les trucs là, du sang qui part. Et en même temps, au milieu, il y avait des actions de nous, par exemple, moi qui D'accord. l'attaque qui marque un but, avec les supporters et tout ça, il y a encore des images, du sang et tout. On est tous dans le vestiaire, waouh, putain, tout le monde commence à se chauffer, ça en paraguay et tout ça, et donc on se chauffe, bon, ça dure 5 minutes, rallume et tout, bon allez, let's go, let's go, hein, dans le couloir, hop, et après, voilà, au bout de 10 minutes, il y avait 3-0 pour et 8 à 1, je crois. Donc, voilà, bah, l'anecdote rigolote, je crois qu'il a manqué son coup. Mais alors, ça marchait ce genre de truc en tant que joueur, quand tu voyais une vidéo comme ça, t'es arrivé, ça a changé quelque chose? Non, Non, non. c'est genre du gimmick, quoi. Ouais, voilà, c'est jouer avec les émotions, mais sur le moment, ça fait quelque chose, mais après, ça, voilà, bah, de toute façon, Ça tombe assez vite. ouais, voilà, ça retombe assez vite, voilà, ça fait un effet, mais là encore, c'était juste avant le match, mais des fois, tu le fais à la causerie, c'est 1 heure et demie avant Ouais. le match et tout ça. Oui, voilà. C'est Et- d'accord, mais Mais est-ce que toi, tu te souviens d'un moment de motivation d'un de tes entraîneurs ou d'un de tes coachs qui t'a marqué pour le coup, qui a été utile? pas plus que ça, pas Ouais, plus que, ok. voilà, non, pas plus que ça. Après, pas te motiver, mais te donner de la confiance, oui. Voilà. Ça, DJ savait bien le faire. Même Sam Allardyce aussi savait très bien le faire, ça aussi. Mais pas un truc où tu as de la surmotivation, mais juste d'être en confiance et de jouer libéré, quoi. Voilà. Ça, Hmm. ouais. Et DJ était super fort pour ça. Quand tu débutes à Blackburn, j'imagine que ton anglais est pas un anglais de Ouais. conversation. Est-ce que Ouais. tu as eu des petits moments de solitude avec des gars qui Bon, parlent anglais quand même mais comment j'en ai eu plein. Le pire, non, mais après, mais le pire, c'est parce que là-bas, moi, je vais jamais voir les docteurs, je vais jamais un truc de massage, les kinés, tout ça. J'y vais jamais. Salle de soins, c'est pas pour moi. Mais là-bas, c'était obligé d'aller faire des massages un peu les lendemains de match et tout. Mais les kinés, ils me parlaient. En plus, il y en a un, il était cossé avec un bla. Je regardais, ouais, je comprenais rien à ce qu'il me disait et il s'arrêtait pas de me parler. Enfin, ça gêne parce que je sais même Ouais, pas ça comment gêne. Ouais. lui répondre, je sais même pas de quoi il me parle. Alors, enfin, et mais ça a duré pendant 1 an, il s'arrêtait pas. J'avais toujours le même kiné qui me parlait tout le temps. Et je comprenais rien. Et après, en plus, il y avait d'autres joueurs français qui chambraient un peu en disant, mais qu'est-ce que tu lui parles? Tu vois pas qu'il comprend rien à ce que tu lui racontes. Bon, enfin, et tout le monde rigolait. C'était sympa et bienveillant, quoi. C'était cool. C'est quoi ton meilleur souvenir à Blackburn? Mon meilleur souvenir, c'est un match, un derby contre Bolton. Blackburn-Bolton, c'est gros derby. On reçoit Bolton et il y a mon meilleur ami qui est dans la tribune, qui vient de mon village. On se connaît aussi pareil depuis qu'on a 6 ans et tout ça. Il est là au match et en fait, pendant le match, il y a eu tous les temps possibles et inimaginables. On commence plein soleil. Un quart d'heure après, pluie. Derrière, vent. Derrière, tempête de neige. Et derrière, re-soleil. On gagne 3-0 et je marque le troisième but. Et vers la 86e minute, et pendant, on va dire, de la 86e à la 95e, les 30 000 personnes du Wood Park chantaient mon nom. Et donc, moi, de savoir qu'il y avait mon meilleur ami qui était là, et bon, là-bas en Angleterre, ils élisent toujours le man of the match. Donc, ce match-là, j'ai été élu homme du match. J'étais tellement content de partager ce moment-là avec mon meilleur ami qui était dans la tribune. Lui, c'était une des premières fois qu'il venait me voir jouer en direct. Je suis sorti de là. Avant le match, j'étais son meilleur ami. Donc, on faisait les cons et tout ça. Après le match, il me regardait comme une autre personne. Ah ouais, comme une énorme Comme un star, dieu, quoi. quoi. Exactement. Je me suis dit, mais t'es con, quoi. Il me regardait, il voulait presque plus me parler, plus de... Oh, mais qu'il est con, celui-là. Ouais, il est tombé amoureux, hein. Il est tombé Ah, amoureux. mais ouais. Et du coup, quand t'es man of the match, on te file une montre. Du coup, j'avais filé la montre et donc il a Sympa. toujours la montre et c'est plutôt cool. Donc, voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Génial. Génial. Donc Blackburn, tu restes quand même 4 ans et demi là-bas. Tu restes avec eux malgré la relégation, donc vraiment fidèle au club. Ouais.
Et ensuite, tu décides de retourner en France Ouais, et tu pars à Arles, ouais. qui est le club La ville. le club de ta ville. Est-ce que c'est un conte de fées? Pas trop? Comment tu vois ça? Bon, en fait, c'est très simple, c'est que après Blackburn, je comptais arrêter le foot, surtout. Voilà, parce que j'en avais un ras-le-bol. Quoi, le ras-le-bol? Pas du foot, mais voilà. Du milieu. Ouais, j'étais lassé. Voilà, j'étais Ouais, lassé. bon, il y a les entraînements, comme tu dis, hein, entraînement, sieste. Ouais, j'étais lassé. Et en fait, je suis revenu chez moi, à Arles. Pendant un mois, j'ai rien fait. Je comptais vraiment pas reprendre. Et puis là, il y a le président Salerno, le président d'Arles. Tous les jours, on m'appelait ou m'envoyait un message. Viens, et tu vas t'amuser. Et on a besoin de toi. Et viens. Et au bout d'un mois, un peu les fourmis dans les jambes, je commençais un peu à m'embêter. J'y suis allé. Voilà, j'y suis allé et je me suis régalé. Voilà, la première année, c'était Franck Dumas le coach. Voilà, au niveau pareil, toujours l'humain qui revient, mais au niveau humain, beaucoup de bons mecs, un bon groupe, on rigole bien, on fait plutôt une bonne saison, donc c'est cool. Et ça, l'année d'après, ça se complique un peu parce que on a, on avait un président, Marcel Salerno, qui comment on pourrait le qualifier? Parce que c'est un sacré loup. Euh, D'accord. ouais, il était trop influençable. En fait, il a fait beaucoup de bonnes choses parce que sans lui, le club n'aurait pas pu monter en Ligue 1 par rapport à ses fonds, ce qu'il a investi, ce qu'il a amené. Mais après, il partait trop dans des directions. Il suffisait qu'il y ait une personne qui vienne, qui lui dise des choses. Il faisait des choses qu'on lui disait. Après, une autre qui venait avec certains joueurs. Il prenait les joueurs. Enfin, il est parti dans des... Après, on a eu deux entraîneurs en même temps. Enfin, ça a été un why pas possible. Et après, début de saison, en plus, moi, il y a eu le coup Evian Tonon Gaillard. Enfin, donc je suis parti pendant 2 mois là-bas. Mais même moi, je voulais pas partir. Je voulais vraiment pas partir. Mais ça se passe l'avant-dernier jour du mercato. Il y a Evian qui m'appelle, Duprat, tout le monde, j'ai tout le monde. Ils me disent, ouais, on te veut tout ça. Je dis, ben, moi, je vais voir le président. Si le président veut que je parte, je pars. Je vais dans le bureau du président, Salerno. Les présidents, voilà, il y a Evian. Alors, qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Il me dit, bah, qu'est-ce que parce que lui, est un peu du sud. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Comment tu vois les choses et tout ça? J'ai dit, moi, président, moi, je suis bien ici. Avec le groupe, j'ai des bons potes ici. Ça se passe bien. J'ai envie de finir ici. C'est ma ville. J'ai ma famille. J'ai tout le monde. Bon, c'est bon. On n'en parle plus. Laisse tomber et viens. T'en parles plus. Tu tires un trait. T'es avec nous. On avance ensemble et tout ça. Donc, je sors du bureau. Je descends. Je vais à la brasserie du club manger qui est à 3 minutes. Et 1 minute après, mon téléphone qui sonne, le directeur sportif d'Evian. Bon, Gaël, c'est bon, là, je viens de raccrocher avec Marcel Salerno. Il veut que Ça. tu viennes, et tout ça, et tout. Non, mais ça, c'était avant, parce que là, je viens de parler avec lui. Non, non, je viens de raccrocher il y a Il y a 10 secondes. 5 secondes. Ouais, exactement. Je dis, ah, il est trop fort. Ah, il est trop fort. Je dis, bon, allez, hop, je m'en vais. Et donc, du coup, je suis parti à Evian. Comme ça. Donc tu pars à Evian, ville que tu connaissais un peu ou pas du tout? Non, alors moi je suis beaucoup plus montagne que mer. Je fais de l'alpinisme, je fais beaucoup de rando et tout ça. Donc partir à la montagne, je suis hyper content. Mais ce coin-là de montagne, je connais pas. Donc tu pars vraiment sans connaître, sans avoir mis un seul pied dans Non, l'endroit. dans le Ok. club, dans l'endroit et tout ça, je connais pas. Ouais. Et ta femme, comment elle le vit à ce moment-là quand tu dis bon bah c'est Evian, hein, finalement j'ai. Ouais, mais après, comme je te dis, moi, ma femme, elle m'a toujours suivi. Enfin, on est fusionnels, donc elle me suivrait. Je dirais, mais c'est pour ça que ça me fait rire. Je dirais, on va, mais pire que Dunkerque, je sais pas où, n'importe où, mais on y va. Allez, c'est parti. Tant qu'on est ensemble, elle est contente qu'on est avec nos deux enfants et tous les quatre. C'est ce qui compte. Donc, ok, on y va, pas de souci. Et puis. La ville d'Évian, c'est pas forcément désagréable. Il y a le Non lac. mais sauf que tu la connais pas. C'est pas le fait qu'elle soit désagréable, c'est que tu la connais pas du tout, tu vois. Tu peux arriver dans un Ouais, truc en te disant oh, tiens c'est marrant. Enfin, ouais. Et non, non. Nous, après, on n'est pas très difficile. On s'adapte de partout où où on a été. On s'est toujours adapté et ça a toujours bien fonctionné. et pourtant Evian, ça dure pas hyper longtemps quoi. Ouais, t'as un peu un point commun avec Gilbert Grèce, c'est que c'est que ta pilosité joue un peu d'impact sur ta carrière à ce moment-là. Ouais, ben, en fait, c'est, ouais, c'est très compliqué
Bon, maintenant, c'est pareil, ça remonte à peut-être 10 ans, ouais. Donc, il y a peut-être Il y a presque. prescription, tu peux y aller. Ouais, non, mais en fait, je suis, bon, là, je me suis coupé les cheveux il y a pas longtemps et rasé il y a pas longtemps. Mais je suis rasé comme ça, je pense, et je dois avoir une barbe comme ça. Voilà, quand je signe à À Evian. la Forrest Gump, ouais. Ah, mais avant que je signe, ils m'ont vu, ils savaient comment j'étais, donc, Oui, voilà. puis c'est pas très très grave en même temps. Non, mais voilà, alors, et en plus que moi, mes cheveux et ma barbe, mais j'en ai rien à carrer. Hmm. Mais c'est pas un look, c'est juste que, si vous m'avez vu, il y a 2 semaines, j'avais les cheveux longs là, en fait, je rase et pendant 2 ans, ça pousse et la barbe, T'étais pas obligé de te couper les cheveux pour le podcast des légendes, hein, je ouais, t'assure. Vraiment, on n'est pas exigeant. Bien, Hein. bien rasé, bien nickel. Bon, par rapport à Michel, c'est quand même un autre style. Mais bon, très bien. ouais, et du coup, en fait, bon, ben, j'arrive là-bas, je signe mon contrat, et après, l'entraîneur, certains dirigeants appellent mes agents, appellent mon entourage en disant, bon, pour le club, pour l'image du club, ça serait bien que Gaël se rase et tout. Donc, hop, le lendemain, j'arrive à l'entraînement, je vais voir le coach, je dis, coach, il y a un problème, quoi, avec ma barbe, avec quelque chose et ça? Non, 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 t'inquiète, mais non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de souci, tout ça. Bon, ok, ça passe. Et après, je sais que ça appelle encore mon entourage et tout ça. Donc voilà, et c'est pendant la trêve internationale. Donc il y a une semaine d'entraînement, tout va bien. Ensuite, pareil, bon, enfin, ça continue encore après mon entourage, mais personne ne me parle de fond. Et le mercredi, on joue le dimanche contre Marseille. Première fois qu'Evian est télévisé sur Canal+, enfin voilà. Et le mercredi, je suis convoqué dans le bureau du président. Et le président me dit bon voilà, on a un souci, il faut que tu te rases la barbe parce que sur nos réseaux sociaux on voit qu'on a recruté un djihadiste et tout ça. Ouais, surtout Gaël JV, quoi. Le nom du djihadiste, quoi. Ouais, Gaël, le djihadiste, ouais. ouais, mais en plus, je lui dis qu'est-ce que, mais moi j'en ai rien à carrer de tout ça. On regarde pas, moi et donc après lui et je lui dis mais donc du coup si je me rase pas qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah oui. Ben, ça va être compliqué de continuer, tout ça. J'ai dit quoi? Ça va être ça va être compliqué de continuer. Mais j'ai dit, mais quand j'ai signé mon contrat, avant que je signe, parce que je lui dis, mais moi, j'en ai rien à carrer de ma barbe. Mais avant que je signe, dites-moi, tu signes, tu te rases. Si tu te rases pas, on veut pas que tu signes. Mais Hmm. dis-moi le avant. Comme ça, moi, je fais mon choix. Et Hmm. et je serai rasé parce que j'en ai rien à carrer. Ouais, Bah oui, ouais, c'est ça, c'est juste surtout, une c'est question de principe, en fait. Ouais, mais c'est juste une la question vérité de la situation. et après, le coach aussi qui me prend pour un con, qui fait que me dire non, tout va bien, mais que après, donc, j'ai dit, ah, vous voulez être con? Mais moi, je vais, ok, tu veux être con, mais moi, à cette époque-là, j'avais pas 21 ans, hein, donc Ah, j'avais, c'est exactement ce que je disais. C'est quand même, je suis, t'as 30 balais, c'est différent quand même. c'est bon. Donc je me rase pas et du coup, bah j'ai plus du tout envie de jouer à Evian parce que enfin voilà, là c'est cassé complet. Donc ils me font jouer contre Marseille le match. On perd 3-1. C'est un match enfin voilà, pas bon du tout. Et à partir de là, ils m'ont fait la misère. Je m'entraîne avec le groupe. Après, ils me mettent des entraînements supplémentaires. Je suis plus jamais dans le groupe. Ils me font jouer avec la DH. Ils me font jouer dans les montagnes, au fin fond, sur la neige, et tout ça. Et qui c'est qui fait ça? C'est le coach qui te fait faire ça ou c'est... Ah oui, c'est le coach. C'est le coach. Avec quoi comme idée derrière la tête? Te faire raser la moustache? C'est quoi Non, donc, j'en sais rien. Donc, Là, t'as encore la barbe à ce moment-là. Hein. ouais, j'ai encore la barbe. Donc voilà, et ça dure pendant un mois et demi. Ouais, on va dire 5 semaines. Problème. Après, quand je m'entraîne avec les mecs, tous les mecs, je m'entends bien avec les mecs en plus. Donc Bah ouais, bah ouais. ils prennent peine pour moi, mais pas peine parce que moi je leur dis mais moi, je m'en fous, j'ai 35 ans, occupez-vous des jeux. Moi, vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Mentalement, ça va, j'ai pas de soucis. Et bon, ça dure 5, 6 semaines. Et un jour, ben, je décide de me raser la barbe parce que j'ai envie de me raser. À un moment donné, ça me gonfle et tout ça, donc je me rase. Et là, j'arrive à l'entraînement. Oh, Gaël, c'est un vendredi. Oh, Gaël, ah, super, ah, comment, nanana, nanana, nanana. Et le samedi, je suis dans le groupe pour jouer contre. Non, mais Je suis remplaçant. c'est des tarés. Je suis remplaçant et je joue pas, mais je suis dans le groupe. Donc là, hop, je me dis, bon, là, ça allait trop loin. Donc j'arrive lundi à l'entraînement, je vais voir le coach.
je lui parle même pas de barbe et tout ça. Je lui dis, bah, écoutez, coach, je pense que on peut pas continuer comme ça, tout ça. Je me sens pas bien ici. Donc, le contrat, gardez mon contrat. Donnez-moi la fin de mon mois de salaire là. Votre contrat, vous le gardez. Je rentre chez moi et c'est terminé. Et j'ai pris mes affaires, je suis parti. Donc, évidemment, ça Mais s'est t'as signé à Evian ou t'as signé à Vichy, là? Parce qu'on sait plus très bien, effectivement. Evian. C'est lui que t'as signé, ouais, parce que, Non, mais c'est franchement, marrant parce que Dupraz, il a cette image du mec brut de décoffrage, hyper Moi, franc. je veux pas en parler. Moi, je veux pas en parler. Parce que je veux pas rentrer dans ces trucs-là, mais très, très fort dans la communication. D'accord. J'ai rien à dire. Ok. Et donc, tu reviens à Arles parce que tu es obligé de revenir à Arles parce qu'il y a. Ouais, et c'est là où je me suis fait avoir. Parce Ouais, que parce moi, que tu peux pas aller dans plus de. où je touchais 20 000 euros de salaire, eh ben, je peux plus aller nulle part. Donc, il me réembauche à 4 000 euros. En fait, tout ça, c'était peut-être une stratégie depuis le Il est début, en trop fait. fort. Mais c'est possible, il est trop fort. Il est trop fort. Bon, surtout, il faut vraiment lui parler de sa barbe. C'est vraiment un truc qu'il adore. Donc, essayez de. Tu sais, il a peut-être dit ça dans son contrat. Parle-lui de sa barbe, c'est vraiment un truc important. Lui, s'en foutait de ça. Mais ouais, du coup, j'ai pas le choix parce que je peux pas faire 3 clubs dans une même saison, donc je suis obligé de re-signer à Arles. Et donc, je signe le contrat au Au minimum. salaire minimum. Ouais, voilà, au salaire minimum. Bon, c'était pas le plus important, mais du coup, voilà, je retrouve les copains. Mais bon, je retrouve un club où c'est très compliqué, où il y a une ambiance compliquée, où voilà, le président, il a un peu tout fait péter. Les entraîneurs, il y a 2 entraîneurs, mais qui se parlent pas, qui se disent. Bon, enfin, mais du coup, j'ai le plaisir de retrouver certains copains. Il y avait TJ Savanier, il y avait Hugo, Hugo Rodriguez, enfin, pas mal de bons joueurs et pas mal surtout des bons mecs. Donc voilà, on finit la saison, on est en difficulté parce qu'il y a aucune stabilité, il y a aucune structure, aucune organisation, et donc on descend quoi, malheureusement. On a quand même bien pris beaucoup de ton temps. Là, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est les questions mitraillettes où il faut répondre à l'instinct. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, quel est ton meilleur pote dans le football? Sébastien Schilacci, Ludovic Joly et Samuel Gigot. J'en ai 3. D'accord. Quel est le meilleur joueur que tu as eu dans ton équipe? J'ai joué avec Zidane, on va dire Zidane, mais sinon, je vais dire encore aussi Ludovic Joly. Quelle est la plus grosse siesta que tu as fait après un match? C'est pas après un match, mais c'était justement pour la naissance de mon fils où on a fait une grosse fête. Mais après, pour faire la fête, je suis bon, je suis pas mal. Ah oui, donc il y a déjà du gros niveau. Donc, Ouais. Mais voilà, on a fait une grosse fête pour la naissance de mon fils. quel est le pourcentage de soirées dont tu te souviens à 100%? Avec les années, de moins en moins, le pourcentage. Au départ, c'était, on va dire, 99%. Ouais. Là, on est à 50-50, là. Ok. Ouais. Quelle est la plus belle baston à laquelle tu as assisté ou participé? Non, j'ai jamais trop assisté à des bastons dans le foot. Ça a failli une ou 2 fois avec moi en protagoniste, avec Adebayor, mais on nous a séparés juste à temps, avec qui je m'entends très bien, qui est un bon ami, Manu. Mais sinon, non, j'ai eu la chance de jamais voir de baston sur Et que ce soit. pourquoi tu avais envie de friter à des bailleurs? Parce que c'était une période très difficile à Monaco, où Didier Deschamps venait de partir, où on était dans une situation, un championnat où ça allait pas du tout. On fait un entraînement veille de match où on fait un petit jeu. Il est dans mon équipe et il joue de manière un peu dilettante. Il loupe une occasion et après il loupe une deuxième où il y a pas de gardien et il la met à côté, où c'est vraiment presque il fait exprès et il se tourne et il rigole. Et là, c'est pas possible. Là, je fonce dessus et j'ai envie De le fracasser. fracasser. Donc voilà. Et ce qui est rigolo, et c'est ça qui est beau, c'est que le lendemain, donc on fait le match à 3, on est à 9 contre 11, donc on a 2 exclus. Et on gagne 2-1 et c'est Manu qui marque et moi qui marque le second but. Et on se sautait dans les bras et on se faisait des bisous. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Sympa. C'est qui ton entraîneur préféré? Didier Deschamps. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans le foot? De pas te prendre la tête, de rester toujours comme tu es et de t'amuser. Quel est le club que tu détestais affronter? Caen. Caen. Parce que
un ou deux souvenirs. Une fois, il menait en demi-finale de Coupe de la Ligue où il chiait terriblement et tout ça. Ah ouais, je déteste ce club. C'est Je vais marrant. pas, je vais pas me Ah faire ouais, mais des c'est un ça Breton va. qui déteste la Normandie, mais c'est normal. Ah non, 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 la Normandie, j'adore la région, hein, j'adore la région, je suis allé plein de fois et tout, mais quand le club là, j'ai pas des bons souvenirs. Ouais. D'accord. Est-ce que tu faisais des cauchemars ou est-ce que tu fais encore des cauchemars sur des matchs que tu as loupés ou des actions que tu as ratées, des trucs comme ça? Pas du tout. Il faut savoir déjà que j'ai jamais re-regardé un match que j'ai joué. Wow. Voilà. Là, Même pendant la pandémie, Ah, mais non, mais pas du tout. Alors ça, moi, j'ai aucune, de toute façon, j'ai aucune cassette, aucune vidéo, aucun CD, aucun DVD de match que j'ai joué. Non. Ouais. alors il y a un truc qui s'appelle YouTube. Je retire l'introduction. En fait, t'es comme Carnus, Georges Carnus, qui avait 78 ans. Ouais, ben Il y a voilà. très, très longtemps. Je suis un vieux gars, mais c'est vrai, je suis un vieux gars, mais c'est vrai. Ah là là, mes enfants et tout, ils me disent, mais papa, quand même, fais un effort, mais moi, j'aime tellement être au contact des gens et avoir les gens, discuter en direct avec les gens et tout ça que, ouais, je suis catastrophique avec tout ça. Aucun réseau social, rien du tout. Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour balancer un match? Oui, ouais, ben, c'était quand je jouais à Arles, justement, et voilà, mais reparti comme il est arrivé. C'est un sujet qui nous passionne beaucoup, hein, on en parle assez souvent. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Bah, c'est une personne que je connaissais pas. Donc, Est-ce que c'était la même personne qui t'a fait venir à Je Blackburn? vais dire, est-ce que c'était un texto? Ouais. non, c'était un Français. Blackburn, c'était un Anglais. C'était une personne que je connaissais pas. Et en fait, j'ai même pas compris si c'était un mec qui pariait ou si c'était un mec pour le club adverse ou si c'était un mec pour un autre club. Voilà, parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé et qu'il a commencé à me faire comprendre que, j'ai dit, écoute, moi, je me suis levé, j'ai dit, écoute, allez, trace. D'accord. Donc c'était, mais donc tu le connais, c'était pas un joueur, c'était un intermédiaire entre guillemets, on va dire. Et Et je, c'était avant un match contre qui? Contre Marseille. non, contre Marseille, non, 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 c'était avec Arles. Donc, c'était un match, je me souviens même plus contre qui c'était. C'était un match en fin de saison, hein, donc, D'accord. Quel est l'héritage que tu laisses au football? moi, mon héritage, ouh là là, moi, je laisse pas grand-chose parce que, en fait, quand je vois, en tout cas, j'ai rien laissé parce que quand je vois la direction que prend le football aujourd'hui, je suis très triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris quand même beaucoup mes distances par rapport au foot et que j'avais commencé à passer mes diplômes, que j'avais commencé à entraîner les jeunes à Monaco et que en fait quand je vois les valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui au sein des clubs, que c'est avant tout un business, qu'il y a plus d'humain, que à des jeunes tout est trop facile, que enfin il y a plus rien même au niveau amateur. Moi j'ai pas interdit, mais j'ai supplié mon fils qu'il arrête le foot. Voilà, il a À ce 18 ans. point-là. Je l'ai supplié parce que je suis allé une ou deux fois le voir l'année dernière. Des gens en bord de touche qui font que insulter, des parents des fois qui passent la rambarde pour aller s'en prendre à l'arbitre, des joueurs entre eux qui font que se mal se parler, presque se battre, même se battre, des entraîneurs qui. Enfin, je trouve que moi, ce que j'espère et ce que je pense, c'est pas possible autrement, c'est qu'il va y avoir une grosse prise de conscience et qu'à un moment, il va falloir taper parce qu'aujourd'hui, moi, je vais voir les matchs de hand. Hier soir, j'étais au hand à Montpellier, en Coupe d'Europe. C'est extraordinaire. Les mecs, ils se mettent des quignons, ils se prennent dans les bras, excuses et tout ça. Les arbitres, dès que ça siffle, personne dit un mot, il y a rien. Mais c'est magnifique, c'est génial. Le rugby, c'est magnifique. Et le basket, pareil. Et le foot, mais moi, franchement, j'ai limite honte, quoi, voilà, je trouve que aujourd'hui, on est ridicule. Ça vire au ridicule. Donc voilà, l'héritage, en tout cas, moi, c'est C'est le handball. Ok. Ok. les valeurs véhiculées par le foot aujourd'hui, ça me correspond plus du tout, et c'est pour ça vraiment que je me suis éloigné du foot. Et tu regardes encore des matchs ou plus du tout? Plus du tout. Bah, par exemple, hier, j'ai préféré aller voir le hand que regarder Paris ou City Real. Quoi. Voilà, je me régale plus. Ah. Alors Voilà. qu'il y avait Brest quand même, ton club de cœur. Ouais, putain, en tant que Breton, putain, j'ai pas soutenu, forcément l'équipe favorite, merde.
En plus, on redoute là où j'ai fait mon premier match en Ligue 1, putain. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Tu vois, il y a des signes. Ah ouais, il y avait tout de rassemblé et putain, Ouais. pas sûr. Est-ce que t'es déjà retourné à Blackburn? Ah non, mais alors ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, ça, parce que vraiment, j'ai vraiment des souvenirs dans ce stade du Wood Park. Je suis vraiment chaud, en fait. J'aimerais bien que, parce que là, ils sont limite, peut-être ils vont faire les playoffs pour remonter ou quoi, mais j'aimerais que s'il y a un match important pour la montée ou un truc comme ça me ferait kiffer vraiment d'y aller, ouais. Ouais. Est-ce que t'es retourné à Evian? Non, 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 non. Mais après, franchement, moi, j'adore la montagne, donc, mais c'est un peu la montagne, ouais, La basse montagne. ouais, c'est la basse montagne, donc, mais j'ai rien contre la Évian, contre la ville d'Évian, et tout ça. C'est juste, bon, c'est passé comme ça, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que le padel est aussi populaire avec les anciens joueurs de foot? Bah, c'est avec les anciens joueurs de foot, mais c'est surtout avec les anciens sportifs. Alors, on Ouais. parle plus des footballeurs parce que le foot est plus médiatique et que les anciens joueurs de foot sont plus médiatisés. Mais parce que c'est une manière de faire du sport. C'est moins traumatisant déjà pour les organismes. Et puis, à la fois, ça lie un peu la motricité. Il faut réfléchir. C'est pas un sport de brute comme on peut penser où il faut construire les points. Il y a de l'anticipation. Donc, il y a pas mal de choses et puis, c'est beaucoup plus facile que de jouer au tennis, faire des échanges. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est hyper ludique. Il y a un côté aussi convivial. Voilà, on finit la partie, on se retrouve autour d'une bière, on mange une page de charcuterie, enfin voilà, il y a un esprit différent. Je vois qu'aujourd'hui, même moi dans mon coin arlésien, parce que moi j'ai ouvert justement un club de paddle, Ouais, c'est pour ça que je te voilà. demande, ouais. Et dans le coin ici, il y a les terrains de tennis et les terrains de foot laissent place aux terrains de paddle. Est-ce que tu as pensé, tu vois, par exemple, tu t'es associé à Samuel Gigot, hein, je crois, dans ton club de paddle. On a un ami qui est à Madrid, qui joue avec Varane et Hazard, qui font du paddle maintenant, qui sont mis au paddle à Madrid. À Nantes, d'où je viens, il y a Jérémy Toulalan qui fait du paddle et qui se développe. Pourquoi vous lancez pas une sorte de petit concours entre paddlistes, anciens joueurs de foot, tu vois, Madrid Un championnat de France de padel dans anciens shooters. Ouais. Et Ouais. ça c'est un truc, ben justement, moi dans mon complexe, donc là on vient d'ouvrir, mais dans quelques mois, je vais essayer justement d'organiser ça, un petit tournoi entre beaucoup d'anciens jeux, et puis même pourquoi pas après faire un France-Italie, un Ouais, France, exactement. des trucs comme ça, ouais, ça peut être super sympa. Donc en tout cas, moi j'ai l'idée d'y travailler dessus. Ok. Si tu as l'opportunité de refaire un match dans ta carrière, lequel ce serait? Ça serait la finale de la Ligue des Champions. Parce que faudrait le refaire, que Ludo se blesse pas et Faudra du gainage, hein. Faut que Ludo se gaine un peu plus. ben ouais, il est fragile au niveau des abdos celui-là, mais ouais, ça serait celui-là parce que bon ben j'ai fait qu'une finale de Ligue des Champions et puis ça serait l'opportunité ben, de la gagner et voilà pour Monaco ça serait un truc exceptionnel de pouvoir gagner la Ligue des Champions et puis bon, c'est plutôt fun une finale de Ligue des Champions donc Ouais. voilà, je suis là. Est-ce que tu as un regret sur ta carrière? Zéro. Zéro. Parce que j'ai toujours fait les choses. Alors j'ai fait plein d'erreurs, hein, mais j'ai toujours fait les choses comme je les ai ressenties. Et j'ai toujours mis l'aspect humain avant n'importe quel autre aspect. Et je suis comme ça. Donc il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, mais t'aurais dû faire. Je l'ai fait comme je suis. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Et quand tu te retournes sur ta carrière, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand des fois je vais voir des matchs ben, au Louis II ou même au Vélodrome ou quoi. J'arrive pas à me dire que j'étais à leur place. J'arrive pas à me dire que, putain, mais il y a 15 ans, c'est toi qui jouais là, c'est toi qui... Donc ce qui me rend le plus fier, c'est... Pas fier, mais c'est aujourd'hui d'avoir... en fait, chanceux. Je suis chanceux d'avoir pu faire de ma passion mon métier et un métier qui a réussi à mettre à l'abri au niveau financier, en tout cas, ma famille. Donc, ça, c'est quand même une chance qui est pas donnée à tout le monde. Voilà, ça, c'est une sacrée chance.
Tu as commencé à jouer à une époque où l'argent devenait assez intéressant. Tu étais notamment à Monaco, qui était aussi connu comme payant bien ses joueurs. Quel est l'achat le plus dingo que tu as fait à ce moment-là quand tu es jeune et que tu as un gros salaire? En fait, moi, la seule, moi, je suis pas du tout voiture. J'ai juste acheté une voiture, une grosse voiture qui était une Audi RS4, qui m'a coûté, je crois, 75 000 euros à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça coûte peut-être le double. Et en fait, mais je l'ai gardé, je crois, 6 ans ou 7 ans, quoi. Et sinon, l'argent que j'ai gagné, je l'ai beaucoup investi dans la pierre. Voilà, et le vice que j'ai eu à un moment, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis parti de Monaco, c'est que je commençais à jouer un peu. Voilà, D'accord. casino et tout ça. Et donc à un moment donné, je me suis dit, oh là, avant que ça devienne trop important, moi j'ai jamais joué plus que ce que je devais ou que voilà, par rapport à. Mais voilà, c'est le seul vice entre guillemets que j'ai eu, c'est à un moment donné de perdre un peu d'argent au casino. Et est-ce qu'à Monaco, c'était un problème qui était récurrent dans le vestiaire? Non. Non? D'accord. Non. C'est parti de la JV Mania, hein, tout ça, il y avait. Ah, ou non, ouais, et puis, bah oui, après, t'as plein de sollicitations, et voilà, et donc, mais, voilà. Mais, non, à Monaco, non, alors après, de temps en temps, pour se détendre, quand il y a des moments un peu et tout ça, en tout cas, moi, le casino, quand j'y allais, bon, il y a eu le décès de mon père un peu aussi, et c'était, le casino, c'était l'endroit, en fait, où je pense à rien d'autre. Ouais, c'est la décompression totale. Ouais. Je pensais à plus rien, je pensais juste à ma machine ou à la roulette et tout ça, et ça me faisait un peu évacuer, et voilà, ça me faisait vider, donc c'était un moyen de décompresser. Ok, bah écoute, merci Gaël. On a passé Merci. 3 heures en ta compagnie quand même. Ouais. C'est-à-dire, je me suis bien amusé, c'était hyper sympa, vous êtes super sympa, et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Les questions sont top, et ça, franchement, ça fait 3 heures, mais on s'en rend même pas compte. Donc, c'est qu'on a passé un bon moment. C'est sympa. Sympa. Merci beaucoup en tout cas, Gaël. C'est réciproque, et c'est réciproque. Honnêtement. Ouais, on a passé un super moment. Franchement, c'était sans doute un de mes épisodes préférés parce que tu étais hyper disponible, hyper relax. On a des auditeurs dans 97 pays, je crois, ce qui est assez dingue. Donc voilà, la JV Mania va continuer. Hein. C'est pas encore traduit dans toutes les langues, mais bon, ça viendra. Ouais, donc je te tiendrai au courant dès que l'épisode est sorti. Je peux t'envoyer une cassette. Hein. VHS, c'est bon ça. Voilà. Merci Gal, et puis tous nos vœux de réussite pour le cristal, hein, ça a l'air de bien cartonner, et donc on espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Merci beaucoup les gars. Bonne soirée. Allez, Merci, ciao, Gal. bye bye. Ciao. Salut. C'est la fin de ce deuxième épisode avec Gaël JV. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast des légendes. Le Podcast des légendes est une production du Podcast du Sport LLC. Vos intervieweurs, Michel Wertenschlag, Guillaume Bonamy. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu et des invités de qualité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant les matchs d'antan, les joueurs d'antan et ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et un petit peu sur Twitter. Et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pourrez retrouver tous nos épisodes ainsi que des articles. Et vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur notre newsletter. Allez sur notre site web et vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au Podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.